Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. L'ambassadeur de la Confédération suisse est en fait de mission en Côte d'Ivoire. Anne Lugon-Moulin a été reçue ce jeudi par le président Alassane Ouattara. Elle lui a fait ses adieux avant son départ d'Abidjan. La diplomate suisse a témoigné au chef de l'État sa gratitude pour la qualité de la coopération entre les deux nations. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue aujourd'hui au palais présidentiel. En présence du chef de l'État Alassane Ouattara, le CNS a évoqué la situation sécuritaire nationale, la lutte contre l'orpaillage illégal et la sécurité routière. Le CNS enregistre d'excellents résultats. On note notamment un bilan positif dans la lutte contre l'orpaillage illégal. La présidente du Sénat, Kandia Camara, est en mission en France, à Paris, au Palais du Luxembourg, siège du Sénat de France. Elle a rencontré son homologue français, Gérard Larcher. Plusieurs points étaient au menu, notamment la coopération bilatérale entre les deux institutions françaises et ivoiriennes. Nous sommes à J-15 de l'ouverture des JO de Paris. À quelques jours de cet événement sportif, les nations se préparent à rallier la capitale française. Plus de 300 000 voyageurs sont attendus à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dès demain vendredi, les 250 postes de l'aéroport parisien fonctionneront pendant des heures. On évoquera le sujet dans le dossier Actu Inter. Soyez les bienvenus sur RTI1. L'ambassadeur de la Confédération suisse est en fait de mission dans notre pays. Anne Lugon-Moulin a été reçue aujourd'hui même par le président de la République, Alassane Ouattara. Elle lui a fait ses adieux avant son départ d'Abidjan. La diplomate suisse a témoigné au chef de l'État sa gratitude pour la qualité de la coopération entre les deux nations ivoiriennes et suisses. Alexis Ouedraogo. Anne Lugon-Moulin, ambassadeur de la Confédération suisse en Côte d'Ivoire, est en fin de mission. Ce jeudi au palais présidentiel au Plateau, elle est venue présenter au chef de l'État Alassane Ouattara les dossiers majeurs de cette coopération sur les plans économiques, culturels et scientifiques. Après 5 ans passés dans ce très beau pays et très dynamique, donc c'était l'occasion de faire le bilan de la coopération ivoiro-suisse qui est au très beau fixe. Nous sommes le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, la Suisse. Il y a 45 entreprises suisses présentes dans le pays et des très grosses. On a une très bonne collaboration scientifique avec différentes universités. Dans le domaine culturel, on a lancé des négociations pour un accord de restitution des biens culturels. On a plus de 20 projets de développement, notamment dans le nord de la Côte d'Ivoire, pour aider le gouvernement et le pays dans cette zone-là. La diplomate dit son admiration pour les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années, non sans témoigner sa gratitude pour la qualité de la coopération. C'était évidemment pour moi l'occasion de dire toute ma gratitude et toute mon amitié aux autorités ivoiriennes et en particulier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, et aussi féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès qu'elle a fait depuis les 5 dernières années. Je suis là depuis 5 ans, donc j'ai vu tout ce cheminement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub régional économique d'importance, y compris pour les entreprises suisses qui desservent toute la sous-région. Et évidemment, un facteur de stabilité très important pour la sous-région et pour l'Afrique en général. Donc, ce fut un entretien extrêmement cordial et très riche en informations. Notons que dans le cadre de la coopération culturelle, la Suisse appuie la Côte d'Ivoire pour la construction du musée archéologique de Saint-Grobo à Ouati, le tout premier en Afrique francophone. Voilà, et toujours dans l'actualité nationale, une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi au palais présidentiel sous la houlette du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le CNS a évoqué la situation sécuritaire nationale, la lutte contre l'orpaillage illégal et la sécurité routière. Le CNS a enregistré d'excellents résultats ces derniers mois. On note notamment un bilan positif de la lutte contre l'orpaillage illégal. On écoute le communiqué du CNS lu pour vous par Fidel Sarasoro. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 11 juillet 2024 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. À la suite de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité,
le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire national. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées dans notre pays. À ce titre, le Conseil national de sécurité se félicite des excellents résultats enregistrés dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage illégal en Côte d'Ivoire. Ces résultats remarquables sont le fruit des actions menées par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, créé en 2021, et la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, dont une base avancée a été installée en janvier 2024 à Noé par le ministre des Eaux et Forêts en vue de lutter contre la pollution des fleuves transfrontaliers Tanoé et Bia entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Ainsi, les résultats majeurs enregistrés par ces deux entités depuis leur création jusqu'au mois de juin 2024 concernent l'interpellation de plus de 1600 individus, le déguerpissement de plus de 900 sites d'orpaillage illégal, la destruction de nombreux équipements, dont près de 4200 dragues, 4000 concasseurs, 1800 motopompes et plus de 69 000 abris de fortune. La saisie d'environ 900 millions de francs CFA et 20 kg d'or, ainsi que de divers autres matériels, dont 1400 motopompes et 315 pelleteuses, et la régularisation administrative de 246 orpailleurs semi-industriels et artisanaux, qui a valu une augmentation de la production nationale d'or de près de 19 milliards de francs CFA de 2021 à 2023. Au regard de ce bilan significatif, le président de la République adresse ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, ainsi qu'au Grand Commandement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, notamment les éléments du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, pour tous les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre ce fléau de l'orpaillage illégal. Le Conseil national de sécurité déplore cependant les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés ce groupement et cette brigade dans l'exercice de leur mission, notamment l'hostilité de certaines populations locales favorables à l'orpaillage illégal. À cet égard, le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des ministres concernés et les ministres-gouverneurs à l'effet de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures idoines pour la sensibilisation accrue des populations locales en collaboration avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et les autorités locales. Le renforcement des capacités humaines et opérationnelles du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, le renforcement de la sécurisation et de la coopération transfrontalière dans les zones frontalières impactées et la mise en œuvre diligente du dispositif ivoiro-ghanéen de surveillance des fleuves Tanoé et Bia. Par ailleurs, le Conseil national de sécurité note avec préoccupation
la hausse de 4% du nombre d'accidents de la circulation, qui est passé de 1764 en mai 2024 à 1833 en juin 2024. Toutefois, le Conseil national de sécurité constate une baisse du nombre d'accidents mortels de 25% sur la même période. Face à cette situation, le président de la République, tout en réitérant ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet de poursuivre la mise en œuvre des réformes initiées dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière dans notre pays. Le chef de l'État exhorte, en outre, les usagers de la route à faire preuve de civisme et de responsabilité par le respect scrupuleux du Code de la route. À l'issue de la rencontre, le président de la République, satisfait du bilan sécuritaire général, a réitéré ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, au Grand Commandement, de même qu'à l'ensemble des acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Enfin, le chef de l'État les a encouragés à demeurer dans cette dynamique et à poursuivre leurs efforts pour le bien-être des populations vivant en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 11 juillet 2024. Voilà, c'était le communiqué final du CNSE lu pour vous par Fidèle Sarasoro, secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. À l'instar de plusieurs pays africains, la Côte d'Ivoire, notre pays, a célébré aujourd'hui la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption et les réflexions ont porté sur les mesures efficaces de protection des lanceurs d'alerte, outils essentiels de la lutte contre la corruption. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé salue les efforts engagés par notre pays dans la lutte contre la corruption. Herman Guivet, depuis la primature pour vous. Ouverture officielle de la 8e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption en présence du chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé. Le lanceur d'alerte au cœur de cette célébration, celui qui se donne pour mission de dénoncer des manquements observés dans la gestion des affaires courantes, se révèle un partenaire efficace dans la lutte contre la corruption. L'Afrique n'aime pas les fouineurs qui se mêlent d'évaluer les politiques publiques et les dérives du secteur privé. En particulier, les journalistes d'investigation payent souvent la rançon de l'audace. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, Dieu merci, la Côte d'Ivoire leur réserve désormais chaque année une place de choix parmi les récipiendaires du prix de l'excellence. Toutes nos félicitations à la plus haute autorité de ce pays, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, à vous-même, à tous les membres du gouvernement, à toute l'équipe de la haute autorité de la bonne gouvernance pour ce travail qui se fait avec beaucoup de rigueur et qui fait gagner beaucoup de points à la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines. La haute autorité de la bonne gouvernance, à travers la stratégie nationale de lutte contre la corruption, se donne pour objectif d'accentuer cette lutte au moyen de plusieurs mécanismes. La Côte d'Ivoire, à travers la haute autorité, met en place, en liaison avec l'Union africaine, l'Académie internationale anticorruption, une Académie nationale de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption qui aura également une vocation régionale. La plupart des observateurs attendent de l'État de la Côte d'Ivoire qu'il assume un leadership régional en matière de lutte contre la corruption et de bonne gouvernance. Je voudrais inviter les actuels et potentiels lanceurs d'alerte à nous rejoindre dans la lutte contre la corruption.
La promotion de la bonne utilisation des deniers publics, le soutien des partenaires extérieurs dans ce combat, la mise en œuvre d'initiatives pour la réduction du phénomène, des actions qui témoignent de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire contre ce phénomène qui est une menace pour l'équilibre économique et social. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre les crimes économiques en général et de la corruption en particulier une priorité et un axe très fort de son projet de société. Cette volonté politique s'est traduite par des réformes institutionnelles et juridiques importantes. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de notre pays et de la ferme volonté du président de la République de respecter les engagements internationaux pris par la Côte d'Ivoire et ce, en vue d'améliorer constamment le dispositif légal en faveur de la protection des droits humains et garantir le bien-être de chaque citoyen. Je vous souhaite plein succès dans la conduite de vos missions de lutte contre la corruption et les infractions assimilées pour une Côte d'Ivoire débarrassée de l'un des fléaux qui minent notre siècle. Je déclare ouverte la cérémonie de célébration officielle de la 8e édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption. La stratégie nationale de lutte contre la corruption se décline autour de 54 actions majeures, réparties autour de 5 axes stratégiques. Son objectif, faire baisser le niveau de la corruption et des infractions assimilées en Côte d'Ivoire à l'horizon 2028. Voilà, et loin de la Côte d'Ivoire, la présidente du Sénat, Kandia Camara, est en mission en France, à Paris, au Palais du Luxembourg, siège du Sénat de France. Elle a rencontré son homologue français Gérard Larcher. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, et notamment la coopération bilatérale entre les deux institutions. Kader Sogodogo est notre envoyé spécial à Paris, en France. Paris, Palais du Luxembourg. Siège de la Chambre haute du Parlement français, Kandia Kamissoko Camara, présidente du Sénat ivoirien, est accueillie par son homologue français Gérard Larcher. Elle répond à une invitation du président du Sénat français qui maintient le cap sur la bonne santé des relations entre son pays et la Côte d'Ivoire. Les deux délégations vont s'entretenir avant le tête-à-tête entre Kandia et Larcher. Sur la table, la coopération bilatérale, point de la coopération parlementaire et l'état de santé du groupe d'amitié et de travail. Au total, les deux pays restent engagés sur le chemin de la paix, de la cohésion et de la solidarité. Le président Gérard Larcher s'est réjoui des énormes progrès économiques et sociaux enregistrés par la Côte d'Ivoire en l'espace de 13 ans et a félicité le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son leadership éclairé et sa grande vision pour son pays et pour l'Afrique. Au terme de nos échanges, j'ai adressé une invitation à mon homologue français à prendre part à Yamoussoukro au prochain colloque international des Sénats d'Afrique. La relation qui a été créée avec le Sénat de Côte d'Ivoire, dans la continuité de l'action de ces deux présidents, s'inscrit dans une volonté de coopération parlementaire. Nous croyons profondément au rôle de deux chambres dans une république, c'est-à-dire une chambre notamment qui représente les territoires. Parce que les territoires, c'est le lieu du développement, de la proximité avec les citoyens. Et je dirais, nos compatriotes en France, comme ceux de Côte d'Ivoire, ils ont besoin de cette proximité. Cette visite de Kandia Kamissoko Camara au Palais du Luxembourg à Paris intervient au lendemain de la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Montréal au Canada. Le Sénat de Côte d'Ivoire et le Sénat de France ont signé depuis le 7 novembre 2018 un protocole de coopération parlementaire. Son Excellence Maurice Bandama, ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, était aux côtés de la délégation ivoirienne. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est aussi en mission à l'extérieur. Il est en Thaïlande dans le cadre de l'opérationnalisation de la CMU, couverture maladie universelle. Adama Camara et sa délégation font une immersion dans le fonctionnement du système de couverture sanitaire dans ce pays d'Asie du Sud, cité parmi les bons exemples par la Banque mondiale. Serge Koléa est notre envoyé spécial. Le centre de santé publique 61 fait partie d'un réseau de 69 hôpitaux de Bangkok, la capitale thaïlandaise. Ici, les prestations sont gratuites pour tous. À l'image de cet hôpital de premier contact, la couverture sanitaire universelle est une réalité concrète en Thaïlande.
Nous offrons les services médicaux aux inscrits ou aux cotisants de NHSO sans payer. Cette politique sociale au profit d'environ 70 millions de personnes intéresse la Côte d'Ivoire, d'où l'intérêt de cette mission en terre thaïlandaise soutenue par la Banque mondiale. C'est important de venir dans un pays où près de 99% de la population est couverte parce que investir dans la santé est très important. Ça permet à la population d'être en bonne santé, de travailler et d'améliorer l'économie du pays. C'est un grand honneur de recevoir la délégation de la Côte d'Ivoire. C'est un échange très riche. J'espère que la Côte d'Ivoire va exploiter ou optimiser les connaissances collectées en Thaïlande pour développer le système de santé. Visite de terrain, séance de travail approfondie, échange de bons procédés. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara et sa délégation ne négligent aucun détail. Je voudrais également profiter pour remercier le consul de la Côte d'Ivoire en Thaïlande qui n'a ménagé aucun effort pour nous permettre d'avoir ces séances de travail fructueuses avec cette structure dont nous sommes dans les locaux, qui est l'équivalent de la Caisse nationale d'assurance maladie en Côte d'Ivoire. À partir de la Thaïlande, nous allons en Indonésie pour donner suite à notre nouveau slogan. La CMU s'est relancée. La CMU s'est relancée comme pour dire que l'opérationnalisation de la CMU, la couverture maladie universelle, va connaître un coup d'accélérateur qualitatif. Autant le dire, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale est déterminé à faire des pas de géant. C'était le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Serge Koléa et Adama Sangaré. Le président de la COP15, Alain Richard Donvaï, et le ministre Sidi Touré, par ailleurs président du Centre d'études prospectives, ont signé une convention en vue d'établir un partenariat entre les deux entités. Il sera question de mettre en œuvre des stratégies efficaces de lutte contre la désertification, la sécheresse, la dégradation des terres et les changements climatiques. Grâce Kando, le reportage. 1 milliard d'hectares de terres dégradées à restaurer à l'horizon 2030, l'une des recommandations issues de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et la sécheresse tenue en mai 2022 à Abidjan. Une volonté que veut accompagner le Centre d'études prospectives, d'où cette signature de convention entre le président de la COP15 et cette entité. L'expertise du Centre d'études prospectives se retrouve essentiellement dans un vivier de chercheurs. Nous nous sommes très honorés d'avoir été cooptés pour accompagner cette institution mondiale dans cette dynamique-là, d'apporter une contribution des chercheurs ivoiriens à travers la production de rapports d'expertise qui pourront certainement consolider les connaissances sur le sujet de la désertification. Il est question de proposer la mise en place d'un index qui sera mondial, qui permettra de mesurer le taux de dégradation des terres au niveau de chaque pays, de manière à avoir un index unique qui permettra d'indiquer à chaque État sa position au niveau de la réduction de la dégradation des terres pour l'atteinte des objectifs. Le centre d'études va également travailler sur ces efforts-là que nous mettons en place pour unifier la réflexion autour des corrélations entre la dégradation des terres, la perte de biodiversité et les changements climatiques. Le Centre d'études prospectives est dédié à la promotion des politiques de développement. Les domaines d'intervention sont entre autres la bonne gouvernance, l'accès aux services sociaux de base et la promotion de l'emploi décent. Le BRT assurera un service de qualité rapide, fréquent et confortable. Les travaux de construction justement du BRT, la ligne de bus rapide transit, ont été lancés hier mercredi à Bingerville et tous les acteurs du transport se réjouissent du lancement de ce nouveau mode de transport dans le Grand Abidjan. À Bingerville, vous allez le voir, les autorités traditionnelles en disent également le plus grand bien. Mais qu'est-ce qui va changer au juste? Abdoulaye Koné et Ulrich Adongon pour les éléments de réponse. C'est un projet qui vient améliorer l'accessibilité aux opportunités économiques et sociales. Il va aussi accroître l'efficacité du système de transport public le long du corridor Bingerville-Yopougon.
C'est un projet de portée majeure parce qu'il va permettre un peu de lutter contre tout ce qui est engorgement des rues d'Abidjan et surtout permettre aux populations de se déplacer en grande masse. Ce coup d'envoi des travaux rejoint surtout les ambitions de la Côte d'Ivoire de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici à 2030. Un combat mené par ce jeune entrepreneur depuis plusieurs années. C'est un bus de transfert rapide 100% électrique. Donc en tant qu'entrepreneur qui promeut l'écomobilité, je pense que c'est un gros message que l'État de Côte d'Ivoire envoie. C'est un signal fort pour montrer en termes de leadership le positionnement de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'environnement et du développement durable. Un système de transport en commun de haute qualité qui, bien mené à son terme, viendra mettre fin au calvaire des populations de Bingerville et de Yopougon. Nous, population de Bingerville, c'est un soulagement. Tout le monde connaît le calvaire que nous vivons sur nos routes. Avoir une ligne de dégagement rapide, c'est de bon augure pour nos activités. On pourra se déplacer sans problème, on pourra aller au travail. Nos enfants pourront aussi aller à l'école sans problème. Le projet mettra fortement l'accent sur l'inclusion et la participation des femmes dans les secteurs formels et informels. Il est également proposé qu'il favorise l'accès des femmes aux emplois qualifiés créés par les opérations de BRT. Voilà comment est signé Moussa Konaté. Le Japon veut renforcer sa coopération économique avec la Côte d'Ivoire. Notez que le montant total des engagements cumulés jusqu'en 2022 dans le cadre des prêts du Japon à notre pays s'élève à 356 milliards de francs CFA, tandis que celui des dons jusqu'en 2023 s'élève à 169 milliards de nos francs. Des informations relevées cette semaine et on en sait plus avec notre reporter Dangui Dangui. Agriculture, infrastructure, santé, sécurité. Dans bien des domaines, le Japon accompagne le développement de la Côte d'Ivoire. Le montant total décaissé par le Japon au titre de la coopération technique jusqu'en 2022 s'élève à 921 milliards de francs CFA. Le Japon, à travers la JICA, veut aller plus loin dans son assistance à la Côte d'Ivoire. C'est dans ce cadre que se tient cette rencontre technique entre les acteurs sectoriels et les responsables de l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la JICA est une agence gouvernementale indépendante qui coordonne l'aide publique au développement du Japon. Elle se donne pour mission d'aider au développement économique et social des pays en développement et de promouvoir la coopération internationale. Dans la perspective donc de consolider et d'accroître les contributions du Japon en matière de développement économique pour notre pays, il était important que cette rencontre soit organisée et pour apporter plus de soutien et plus d'appui à l'action du gouvernement. Cette politique est basée sur 2 domaines prioritaires. Il s'agit du maintien d'une société sécurisée et stable et la promotion du développement économique durable. Entre autres points au menu de cette rencontre technique, la présentation des investissements financés par la coopération japonaise en Côte d'Ivoire et celle des perspectives d'aide à la réalisation du plan national de développement 2021-2025. Le montant total des engagements accumulés jusqu'en 2022 dans le cadre des prêts du Japon à la Côte d'Ivoire s'élève à 356 milliards de francs CFA, tandis que celui des dons jusqu'en 2023 s'élève à 169 milliards de nos francs. 60 formateurs de l'UEMOA et du cadre renforcent leurs capacités. C'est une initiative du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Et ces assises visent à mettre en œuvre un dispositif performant pour les formateurs et tuteurs en entreprise pour une amélioration de la formation professionnelle dans les pays de la sous-région. Explication détaillée avec Jean Magagui. L'excellence des résultats dans la formation professionnelle passe par le renforcement des compétences. Une option valorisée par le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle, RAFPRO. 60 formateurs de l'espace UEMOA et du Tchad renforcent leurs capacités au vu des réformes sur les curricula et référentiels de formation des 24 métiers prioritaires identifiés.
C'est un programme qui participe donc au développement de la formation professionnelle innovante et adaptée aux besoins des économies de nos États membres et qui constitue le gage d'une insertion professionnelle durable des formés dans le monde du travail. Le RAFPRO a pour objectif de favoriser l'accès de ses membres aux sources de financement et d'initier, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, des programmes régionaux d'études, de formation et d'insertion professionnelle. Cette session de formation, pilotée par la Haute École fédérale en formation professionnelle de Suisse, s'inscrit dans le cadre du programme régional de formation professionnelle PROFOR. Le ministère de l'Enseignement technique compte accompagner l'adéquation des systèmes de formation professionnelle avec les besoins des économies de l'UEMOA. Il s'agit de repenser, de revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique et contribuer à l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. Le programme de l'Académie des talents et l'école de la deuxième chance rejoignent les objectifs du PROFOR, soulignant notre détermination à offrir à nos jeunes les opportunités qu'ils méritent. Le renforcement de capacité de ces 60 formateurs prendra fin en octobre 2024. Voilà, et la RDC s'inspire de l'expérience ivoirienne en matière de gestion de l'espace audiovisuel. Il séjourne justement dans notre pays dans le cadre des As de la communication, le grand rendez-vous des communicants qui font l'Afrique. Le ministre congolais de la République démocratique du Congo, de la communication et des médias, a eu donc aujourd'hui même une séance de travail avec son homologue ivoirien. Au menu, le cadre institutionnel et juridique de l'espace audiovisuel ivoirien. Léon Brou est pour plus de détails. Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, dans les locaux de la RTI. Les studios du journal télévisé et des autres émissions phares de la Maison Bleue sont passés au peigne fin par l'hôte du jour. Une visite pour s'imprégner des réalités du média ivoirien de service public en termes de production de contenu audiovisuel, de diffusion et de marketing. Reçu par la direction générale de la RTI, il se dit édifié par le modèle ivoirien en termes de programme. J'ai eu le privilège de rencontrer mon homologue ivoirien, le ministre Koulibaly, et c'est lui qui me fait l'honneur parce que je voulais comprendre comment fonctionne l'écosystème ivoirien, des médias de manière générale. Et dans le Caneva, on a prévu de passer par ici parce que c'est la maison mère, si on peut s'exprimer ainsi, pour voir un peu comment RTI fonctionne, la nature des programmes, la production des contenus, etc. Parce qu'il y a, à mon avis, des choses à construire entre la Côte d'Ivoire et la RDC, mais globalement entre les pays africains dans le cadre de l'appropriation du narratif qui est les nôtres. Donc, il était bien pour moi de venir voir et j'avoue que ce que j'ai vu ici est à plusieurs égards inspirant. Le renforcement de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire dans le secteur des médias reste à promouvoir selon la direction générale de la RTI. Des initiatives en termes d'échange de flux audiovisuels congolais et ivoiriens sont prévues dans les prochains mois. Voilà, c'était le reportage de Malika Koulibaly, donc la visite du ministre de la Communication congolais dans les locaux de la RTI ici à Cocody. Notez également en bref que le directeur de cabinet du ministre de la Communication a été désigné comme directeur général par intérim de la RTI. Jean-Martial Adou prend donc les rênes de la RTI au lendemain du Conseil des ministres en remplacement de l'ancien directeur général Fosseni Dambeli. Pour la mise en pratique des principes directeurs des Nations Unies, des entreprises et droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le CNDH sollicite l'appui des parlementaires. La structure a initié une session d'explication de ces principes aux députés et sénateurs. Konaté Moussa, Barnabé Konan, le reportage. Directeur des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l'homme recommande aux entreprises d'éviter de porter atteinte aux droits humains. Également oblige tout État à favoriser un accès au recours en cas de violation des droits de l'homme par les entreprises. Pour la mise en application de ces principes des Nations Unies, le CNDH et ses partenaires mettent les parlementaires à contribution. Dans l'exercice de leur mission, les entreprises se trouvent souvent être des fossoyeurs des droits de l'homme, notamment dans leur rapport avec les individus.
souvent des travailleurs et même souvent des riverains, comme c'est le cas effectivement avec certaines entreprises qui viennent dans l'exploitation minière notamment. C'est eux qui font la loi. À ce titre-là, ils ont la possibilité de faire intégrer ces principes directeurs dans des lois, dans des règlements. Ils ont la possibilité aussi de mener des commissions parlementaires auprès des entreprises pour s'assurer que les entreprises ne dégradent pas l'environnement, les entreprises respectent les droits de l'homme. L'implication des députés et sénateurs, c'est le sens de ce séminaire d'orientation. Votre participation à cette session témoigne de l'importance de cette question qui nous concerne tous, à savoir concilier l'activité économique des entreprises qui œuvrent à améliorer constamment les conditions de vie des populations avec l'impératif du respect des droits fondamentaux de la personne humaine. Pour rappel, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ont été mis en place en 2011. Nous sommes à J-15 de l'ouverture des JO de Paris et à quelques jours de cet événement sportif, les nations se préparent à rallier la capitale française. Plus de 300 000 voyageurs sont attendus à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et dès demain, vendredi 12 juillet, les 250 postes de l'aéroport parisien fonctionneront de 4h30 à minuit et un peu moins pour le reste de la nuit. Mais quelles sont juste les dispositions pratiques prises dans les différents postes et comment ces aéroports s'organisent? Question-réponse dans le dossier Actu Inter signé Alexis Ouedraogo. Sortie et bagages uniquement, sans correspondance s'il vous plaît. Chaque jour, environ 200 000 passagers, départs, arrivées et correspondances confondues, transitent par le hub aérien de la capitale française. En temps normal, 150 guichets où les passeports et visas sont contrôlés manuellement. Pour les Jeux Olympiques de Paris, les mesures se renforcent. Les passagers que vous voyez, les points blancs, s'orientent vers la frontière et remontent le barriérage, les temps ça guide, pour atteindre soit les aubettes, soit les sas-paraphes qu'on voit en fin de barriérage. Les petits capteurs longs blancs nous permettent d'avoir à la fois ce visuel et le calcul, selon un algorithme, le calcul des temps d'attente. L'intérêt pour les JO de cette application qu'on utilise maintenant depuis plus de 5 ans, on a l'habitude de travailler avec, c'est que la période des Jeux Olympiques intervenant dans une période qui est déjà une période de fort trafic pour nous, ça va nous permettre de savoir en temps réel sur chacune de nos lignes quelle est la situation des temps d'attente sur la ligne frontière. Et si une ligne frontière est déjà embolisée et qu'on y attend une délégation importante, on va savoir qu'il va falloir qu'on facilite le passage en ouvrant par exemple un trajet particulier. Pour les 120 chefs d'État attendus pour la cérémonie d'ouverture, un accueil VIP est prévu en pavillon de réception. Le soir de la cérémonie d'ouverture, la circulation aérienne sera interdite dans un rayon de 150 km autour de Paris entre 19h et minuit, mettant en arrêt Roissy-Charles de Gaulle, Orly et Beauvais. À partir du 12 juillet jusqu'au 15 septembre, on va mettre en place un dispositif qui est, alors pour le coup, totalement inhabituel, c'est-à-dire que 100% des postes de travail, de contrôle à l'intérieur des aéroports Roissy et Orly vont être armés à 100%, tout le temps. Le but du jeu étant de faire face le mieux possible à un afflux de voyageurs supplémentaires qui est estimé comme étant un afflux très important, mais dont on ne connaît pas exactement le détail. Mais on sait qu'il y a des journées qui vont être extrêmement importantes et on aura peut-être 300 000 voyageurs dans la journée à Roissy ou 130 000, 140 000 à Orly. Et sur ces journées-là, on souhaite éviter en fait les catastrophes avec des temps d'attente trop importants qui perturbent la marche de l'aéroport et qui en plus donnent pas forcément une bonne image du pays hôte des Jeux Olympiques. Les autorités s'attendent à un important flux de voyageurs les 12, 13 et 14 août, se superposant aux chassés-croisés estivales des vacanciers français. On va accentuer les patrouilles, donc avec des patrouilles de policiers français accompagnés de policiers étrangers pour être au plus proche de la population, justement pour les langues, pour les diverses langues diverses nationalités qui vont se côtoyer. Et à côté de ces patrouilles, comme je le disais, en tenue, on aura aussi des patrouilles en civil qui vont travailler de manière discrète sur la délinquance spécifique de la plateforme. Donc il y a l'image de la France qui est en jeu parce que c'est le premier pas du passager qui va arriver sur le territoire. Si ce premier pas, ce premier entre guillemets kilomètre avant de regagner son village officiel, il se fait voler, il lui arrive quelque chose,
c'est une expérience mauvaise. Côté sécurité, les patrouilles sont renforcées dans l'aérogare depuis le 1er juillet avec l'objectif d'être visibles et de dissuader les équipes de vol à la tire et faux taxis qui cibleraient les touristes venus pour les Jeux. Voilà, c'était les préparatifs des JO de Paris, comment les aéroports s'organisent. Le dossier Actu Inter réalisé pour vous par Alexis Ouedraogo. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain à la même heure, sur ce même plateau et sur la même chaîne, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Continuons de promouvoir la paix, l'amour, la solidarité autour de nous. Prenez soin de vous et des autres.